Bonsoir Bernard Kouchner. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères. Merci Pierre Servant, expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense, consultant BFM TV sur toutes ces questions. Évidemment, on est encore toujours aussi triste, aussi bouleversé par la mort de nos deux confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI, tués à Kidal, berceau de la communauté Touareg, ville du Nord Mali. Aujourd'hui, il y a des cérémonies en ce moment même, d'hommage, auxquelles assiste par exemple le président du Mali, et c'est important. Mais une des questions que je me pose ce soir, c'est simple, c'est est-ce que cette guerre au Mali, elle n'est pas ratée? Elle n'a pas échoué? Est-ce que ce drame ne signe pas l'échec de cette guerre? C'est un crime odieux qui est un crime politique. Et on ne peut pas dire que ça ne fait pas partie de cette guerre, hélas. Maintenant, je crois qu'il serait un peu tôt de juger de la fin ou du succès ou de l'échec de cette guerre. Moi, je crois que militairement, ce fut un succès. De quoi s'agissait-il? Rappelons-le quand même, parce que l'horreur de ce crime et sa signification lourde pour le processus politique ne doit pas nous masquer qu'il y avait toute une colonne d'extrémistes qui descendaient vers le centre du pays, vers Bamako. Prenant la capitale, ils auraient sans doute créé beaucoup plus de difficultés encore, c'est-à-dire qu'un pays serait passé du côté de l'extrémisme et de l'odieux. Après, le problème politique demeure, qui est un problème que nous connaissons depuis presque des siècles. Pas moi directement, mais directement depuis des dizaines d'années. Il y a des Touaregs difficilement assimilables et qui d'ailleurs, tous ensemble, dans cet immense Sahel, veulent que se crée un État où ils pourraient vivre et qu'ils administreraient. Alors comme il y a 5 frontières, tout ça est très difficile, mais le problème politique, c'est celui-là qui est posé maintenant. Maintenant, il y aura militairement à se comporter de bonne façon pour que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, ou même un coup d'épée triomphant. Il faut s'installer dans la durée parce que c'est toujours comme ça. Le droit d'ingérence, c'est pas de taper, de s'en aller. C'est d'abord de prévenir en faisant respecter les droits de l'homme et ensuite de rester s'il le faut. Pierre Servant, je répète ma question, voilà la réponse de Bernard Kouchner. Vous, comme expert militaire, est-ce que ça signe un gros échec, un échec transitoire, un moment difficile mais qui va être surmonté? Alors je vais essayer de répondre à votre question. En même temps, je veux attirer votre attention sur le fait que le questionnement que vous posez, qui est légitime, nous sommes en démocratie, vous avez raison de le poser, c'est exactement l'objectif suivi par ceux qui ont assassiné ces 2 journalistes. Oui. C'est-à-dire, c'est un combat asymétrique. Al-Qaïda a été cassé par Serval, détruit en grande partie, il reste des métastases. Et ces groupes de combat, on connaît, j'ai étudié leur mode de fonctionnement, j'ai écrit des livres là-dessus, etc., je connais par cœur. Quand ils sont affaiblis et cassés, ils vont chercher une cible à haute valeur émotionnelle pour nous. Et là, malheureusement, ô combien bien choisi de leur point de vue terroriste, RFI, une parole qui parle à tout le monde, qui rassemble les Africains, qui est un lieu de dialogue, de journalistes. Nous sommes évidemment tout de suite impactés au plus profond de nous-mêmes. Dans la semaine qui suit, un événement qui nous a tous réjouis, la libération des otages auquel honnêtement, je n'espérais plus leur libération, dans la mesure où ils étaient détenus par des groupes de combat qui appartenaient à Abu Zaïd, et que dans l'opération Serval, nous avons tué Abu Zaïd avec les Tchadiens. Donc là, véritablement, on est dans cette action psychologique. Sur Serval, rapidement, Bernard Kouchner l'a rappelé, pourquoi c'est un succès? 3 objectifs. Casser la dynamique des colonnes djihadistes qui descendent vers le sud. C'est fait. Assurer la reconquête du nord et permettre à l'État malien de revenir dans le nord du pays. C'est globalement fait. 3e objectif, aller dans le donjon d'Aqmi, c'est-à-dire le noyau du cancer à partir duquel ils ont métastasé dans toute la zone. Les Français, les Tchadiens, quelques Maliens ont détruit une bonne partie de la colonne vertébrale d'Aqmi. Mais il reste bien évidemment des combattants qui se sont éparpillés dans la zone et qui surtout ont une capacité à renaître de leurs cendres et d'essayer de frapper nos esprits par des actions de ce type. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Serval est un succès. Donc l'opération française. Tout à fait. L'opération française est un succès, mais que le traitement global, politique, social, économique, sécuritaire du djihadisme dans la zone, c'est pas en années, c'est en décennies, Routel Krief.
C'est en décennies qu'il faut compter le temps pour arriver à résoudre ces problèmes. Donc par rapport à nos opinions publiques, nos sensations qui sont légitimes, je dis toujours attention, nous sommes engagés dans un combat. Le djihad international... Ne perdons pas nos nerfs, en fait. Ne perdons pas nos nerfs. C'est un long combat. C'est un long combat, mais en même temps, la force de notre démocratie, c'est de poser les questions que vous posez, d'en débattre, d'apporter des éléments. Mais il faut bien comprendre que la nébuleuse Al-Qaïda, même si elle a subi des coups très sévères, y compris en Afghanistan, je ne fais pas partie de ceux qui disent ça a servi à rien, etc. Ils ont le temps pour eux. Et nous sommes la montre au poignet et on estime qu'il faut que tout ça se règle comme dans les séries américaines 24 heures chrono. Ça ne marche pas comme ça. Et il ne faut pas, dès qu'il y a un contre-coup, dire mais c'est un échec, etc. Non, il y aura, et je vous dis une chose, il y aura d'autres attaques contre des intérêts français. D'autres, ici, ailleurs dans la région. Vous avez prononcé le mot Afghanistan. Est-ce que c'est une afghanisation de la situation, à votre avis? Les choses se ressemblent et sont très différentes en même temps. Je partage cette analyse, mais pas sur le succès que représente une guerre presque pour rien. L'Afghanistan, nous savions que nous allions perdre. Bon, nous avons fait ce que nous avons pu. C'est en même très différent. Attendons un peu. On ne va pas parler d'Afghanistan maintenant. Les élections vont avoir lieu, etc. Non, c'est sur l'aspect politique des choses. Encore une fois, c'est pas moi qui dirais que l'opération militaire était un échec, sûrement pas. Et en plus, je pense qu'elle était indispensable. Mais ce que ça sous-entend, vous avez raison, c'est une preuve à la fois de la détermination et peut-être de la perte de vitesse des mouvements islamistes, qui a consisté à assassiner, car c'était vraiment un objectif très précis apparemment, assassiner les deux journalistes. Froidement, a précisé Laurent Fabius ce matin. Oui, froidement. Je ne sais pas si c'était froidement, mais ça a été fait tout de suite, en tout cas. Et donc, en parlant, bien sûr, on s'aperçoit qu'on devrait s'étendre sur les familles, la douleur que ça représente, et surtout la signification politique. Tuer le messager, c'est quand même quelque chose qu'on sait même en termes militaires. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La lutte entre les éléments Touaregs qui revendiquent un État, en tout cas une modification du statut de toute la bande sahélienne, ceux-là, depuis longtemps nous les connaissons, ne sont pas des islamistes. Mais ils ont été pénétrés, influencés, mis en condition par un certain nombre d'islamistes que, je vous le rappelle, l'attaque sur la Libye, le changement de gouvernement, a permis de faire revenir avec des armes. Bon, ceux-là vont entamer avec les Touaregs quelque chose qui est un combat politique, mais qui est aussi un combat de la terreur. Vous voulez dire des Touaregs qui seraient partisans d'une forme de démocratie, de participation au processus, et les islamistes, il y a un combat aujourd'hui. Certains demandent un pays, c'est très difficile à envisager, mais en tout cas politiquement, il faut s'en emparer. C'est une demande légitime, il y a des tas de pays, des frontières coloniales qui ont été brisées parce que ça ne marchait pas. Et à côté de ça, AQMI, ce sont des gens qui veulent la djihad. Ce sont des gens qui veulent établir une dictature islamiste. Ça n'a rien à voir. Ne mettons pas tous les Touaregs dans le même panier. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Vous avez raison, des décennies il faudra. Mais encore faut-il s'en apercevoir. Et la politique de ces pays, Niger et Mali, mais les autres aussi, enfin le Burkina, la Libye, etc., ça a été une politique d'essayer d'éviter la confrontation. Lorsque la confrontation avait lieu entre les Touaregs et les armées régulières de ces pays, en général, les Touaregs gagnaient. Donc c'est très difficile à peser maintenant. Mais la revendication est politique. Il faut s'en occuper, c'est ce que vous dites, Bernard Kouchner, ce soir. Mais moi, j'ai le sentiment que les Français, en arrivant vers Kidal, ont pris en considération cette revendication et qu'ils ont interdit, ou en tout cas, ils n'ont pas laissé l'armée malienne rentrer à Kidal pour respecter... L'armée malienne n'avait pas très envie de rentrer à Kidal. Non, certainement, mais en tout cas, qu'il y avait une volonté de respecter ce territoire touareg. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on y est allé assez fort, du coup? Est-ce qu'il fallait pas y aller plus fort? Est-ce qu'il fallait vraiment respecter, à contrario, ce que vous dites, ce territoire, ce précaré touareg, qui de fait aujourd'hui est hors contrôle? Je dois rappeler, pardon, je suis sûr, vous allez sûrement répondre, mais je dois rappeler que l'intrication déjà à Kidal des éléments islamistes et du mouvement de libération de l'Azawad était faite. Et c'est à la réunion qui s'est déroulée au Burkina Faso qu'une signature a été donnée à un traité de cessez-le-feu a été signé, et que déjà il y a eu une confrontation entre les éléments extrémistes, islamiques, à qui nous avons déclaré une guerre dans tous les pays du monde, et eux aussi d'ailleurs, et puis les Touaregs qui ont une revendication politique, et qui n'ont pas ce goût
non seulement dans l'influence que la religion joue dans leur culture, mais qui sont des gens qui se sont opposés. Vous savez, c'est le combat, pardon pour ces mots trop rapides, des Blancs contre les Noirs, des esclaves contre des esclaves contre les maîtres des esclaves, etc. Tout ça est horriblement vieux. Et il faut traiter aussi cela avec nos amis. Mais c'est pas chez nous, tout ça. Il faut le faire par l'intermédiaire des gouvernements qui sont des gouvernements élus. Et notamment un gouvernement malien, donc. Moi, je pense que la France a agi avec intelligence, avec une bonne connaissance du dossier. Les militaires français ont travaillé en partie avec les combattants touaregs du MNLA, ceux qui sont indépendantistes, qui se sont laissés gruger par AQMI et qui ont accompagné AQMI dans la conquête du Nord et qui se sont fait massacrer après par AQMI. Donc les Français se sont appuyés sur eux, notamment pour la conquête de l'Adrar des Ifoghas, plus au nord. Et donc, pour utiliser une expression un peu vulgaire, c'est une pétaudière Kidal. Et donc les Français marchent sur des œufs là-dedans. Vous avez 200 soldats maliens qui sont claquemurés dans une caserne. Vous avez l'ONU, la force de l'ONU, la MINUSMA, qui n'est pas à la hauteur, le volume. Ça, c'est un problème que vous connaissez très bien en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Normalement, c'est 12 000, ils sont que 6 000. Bon. Et vous avez les Français qui font tampon entre les différentes factions touaregs, sachant que les touaregs qui se sont radicalisés essayent de revenir par la fenêtre. Et regardez ce qui s'est passé, l'assassinat. Où est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé, les journalistes ont été prisonniers, enlevés à la sortie d'un entretien avec un des chefs, non pas guerrier, mais intellectuel du MNLA, qui est très connu, qui est une personnalité. Une déclaration de guerre contre lui. Absolument. Exactement, et qui est aussi une façon d'affaiblir le MNLA, parce que chez les Touaregs, l'hospitalité et la protection des gens qui viennent chez vous est extrêmement important. Et là, le fait de l'enlever à la sortie de ce chef touareg, c'est véritablement un camouflet infligé à ce chef. Une humiliation, dit aujourd'hui le MNLA. C'est pour ça que le MNLA est absolument en train de se remuer partout pour trouver les criminels, mais c'est la marque d'AQMI. C'est-à-dire que sur un attentat ciblé, limité avec un petit groupe, l'onde de choc psychologique vis-à-vis de nous, politique vis-à-vis des Touaregs qui veulent jouer un certain jeu avec Bamako, à un moment où le président Keïta, en partie grâce à Serval qui a facilité la façon dont les élections se sont bien passées au mois d'août. Rappelez-vous les débats qu'on a eus ici avant le mois d'août en disant mais impossible de faire une élection présidentielle, etc. Là, les législatives se profilent. Les élections législatives se profilent. Et entre parenthèses, c'est pas aussi parce qu'ils veulent perturber ce jeu-là, parce qu'à travers les législatives, c'est une représentation plus large qui devrait permettre aux Touaregs de, je dirais, d'avoir voix au chapitre avec Bamako et qui est une véritable négociation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le terreau d'AQMI, d'Al-Qaïda et d'AQMI, donc au Maghreb islamique, c'est toujours la séparation, la destruction, qu'est-ce qu'il faut faire alors, casser les processus politiques. Vous dites vous dites, il faut s'en saisir là aujourd'hui. Ça voulait dire que les Français devraient influencer les Maliens pour qu'ils intègrent au maximum les Touaregs du MNLA au processus démocratique, au processus politique, et que mais les Français, il faut aussi qu'ils restent et qu'ils se renforcent sur le terrain. Je pense que c'est ce qui va être fait. Il faut que l'opération dure encore plus longtemps et qu'on ait beaucoup plus d'hommes. N'est pas un bon mot. Intégrer, c'est ce qu'on a prétendu faire, aussi bien au Mali qu'au Niger et dans les autres pays. Et ça n'a pas été... D'abord, ça n'a pas été fait, parce que les projets, quand on les exprimait, il fallait les... Enfin, en gros, aucun projet n'a abouti. Il y avait un peu d'argent au début, puis l'argent se raréfiait. La corruption était telle que les projets n'étaient pas suivis financièrement, etc. Donc l'intégration avec des populations nomades, c'est très difficile. Il faut accepter la culture des Touaregs. Mais, vous comprenez, ils ont l'habitude qu'avec les gouvernements, que ce soit au Niger ou au Mali, des promesses soient faites et que rien ne soit tenu. Le pays est gigantesque, c'est très difficile. C'est vrai que le désert ne se prête pas à des opérations de développement très faciles, le moins qu'on puisse dire. Mais c'est ça qui est... Nous le savons, nous les connaissons très bien, les Touaregs, et nous connaissons très bien les Maliens. Nous pouvons jouer un rôle, et je pense qu'il faut, en ce moment, élargir le fossé qui se creuse avec cet assassinat immonde entre les extrémistes, c'est-à-dire les islamistes, et les Touaregs du mouvement de libération de l'Azawad. Au moins cela. Vous savez, il y en a plein d'autres. Et on dit même qu'il y a le Polisario qui est intervenu, Polisario mystérieux, dont on parle tellement juste pour faire des obstacles à des paix, en général. Et puis, il y a aussi des tas de gens qui sont des extrémistes et des tueurs. Alors, dans ce pétaudière, Japon, que je reprends pour en donner la toute-puissance, eh bien, il faut que la France joue très finement avec ses alliances, avec ses amitiés, avec son histoire,
aux côtés, sans être contre les Maliens bien sûr, mais aux côtés des Touaregs qui se sentent terriblement isolés. Alors, dire ça maintenant, c'est presque trop tard, mais je pense qu'en fait, il faut continuer. C'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard, parce que la situation pourrait être infiniment plus catastrophique à Kidal si Serval, les soldats français n'y étaient pas, si la MINUSMA, même si je suis assez dubitatif pour l'instant sur son rôle, n'y était pas. Donc on est toujours, nous, un peu coincés en France, c'est-à-dire si tout ne marche pas très bien, c'est la catastrophe. Et puis il y a le principe de précaution en disant il y a eu un problème, donc il faut remettre des soldats. Non, il faut continuer le processus de formation de l'armée. Il ne faut pas remettre de nouveau. Il faut pas. Là, aujourd'hui, on est à 3000. On devait passer à 2000 en décembre, fin décembre. Voilà, on devait à l'origine passer à 1000 et on reste à 2000 à la demande du président Keïta. Vous savez que la France est en train de négocier des accords de défense avec les autorités maliennes. Nous sommes au Mali pour très longtemps, mais l'important c'est que nous y soyons à la fois sur le plan politique, mais avec une difficulté par rapport à ce que disait Bernard Kouchner, c'est que quand la France en fait trop, vous avez les agitateurs bien pour sûr. Dire néocolonialisme. On peut pas le faire. La France... Non, mais vous avez raison. Donc, il ne fallait pas qu'on dise qu'il n'y avait pas de problème politique. Voyons que c'est simplement un problème de militaire et un problème d'intervention. L'intervention a été bien faite. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des hommes dans le Nord. C'est rien, 200 soldats français dans un gigantesque territoire. C'est chez eux en plus. Vous comprenez. Alors, il faut que ça soit l'ONU. Et je pense qu'il faut. Mais l'ONU. Je voulais dire un mot à propos de ce que vous avez dit. l'ONU. Il faut que l'armée malienne aussi. C'est un prétexte essentiel parce que ça veut dire que la communauté internationale approuve notre mouvement militaire. On en a absolument besoin. Mais il ne faut pas s'illusionner. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là et pourquoi il faut se battre. Alors, vous en voulez 12 000 Ah non, c'est pas moi, c'est la résolution. Hein. Oui, la résolution. Et vous approuvez la résolution parce que vous avez dit qu'il y en avait de 6 000. Donc il faut plus de Français. Il faut plus de Français, sûrement, parce que pour parler, mais encore une fois, on ne peut pas parler à la place du gouvernement malien, mais être à leur côté et voir ce qu'on peut faire pour faciliter au moins un processus de négociation qui a été déjà fait. Je vous signale que ces rébellions, il y en a depuis le début du siècle dernier, n'est-ce pas? Et puis avant, il y avait des tas. Depuis le Moyen-Âge, il y a des fédérations Touaregs qui veulent se mettre ensemble. Donc c'est un vieux problème. Ça ne veut pas dire qu'on doit respecter les frontières maintenant sans penser à ce que désirent les gens qui sont dans une misère effroyable. Juste un dernier mot sur, est-ce que c'est lié, et on a évoqué cette hypothèse, au retour des otages d'Arlit? Ma conviction est que oui. Pas par rapport à ce que j'ai entendu sur des histoires de répartition de rançon, c'est pas du tout ça. C'est que c'est le nouveau rapport de force qui est issu de cette... c'est-à-dire qu'il y a des groupes d'AQMI qui ont accepté de jouer le jeu pour se recycler certainement au Niger avec éventuellement de l'argent et sortir du jeu militaire, grâce notamment à ce que la France a fait militairement. Ils se sont dit oh là là, il vaut mieux partir à côté. Mais vous avez des groupes extrémistes qui se sont dit c'est un camouflet terrible pour nous, il faut qu'on reprenne tout de suite la main. Et Ruth El-Khrief fait un dernier mot. Il y aura encore des attentats contre des intérêts français, contre des personnes françaises, dans la zone, ici ou ailleurs, je ne veux pas donner de nom de pays, etc. Nous devons réaliser que nous sommes d'une certaine façon en guerre, je ne dis pas ça pour effrayer tout le monde, on a déjà trop souvent peur en France, mais il se trouve que cette nébuleuse-là a inscrit la France au chapitre des personnes, des croisés, des sionistes, de tout ce que vous voulez, qui sont des ennemis, et donc nous avons cette situation-là, il faut en tenir compte, et je dirais ne pas nous laisser... trop influencés, même si nous sommes tous touchés par ce qui vient de se passer. Il y aura d'autres événements comme cela. Il y en aura d'autres, mais ce n'est pas une raison pour oublier celui qui vient de se passer, parce que cette déclaration de guerre contre l'information, contre la réalité des choses, elle est inacceptable, c'est ce qu'il y a de plus immonde à mon avis. Et par ailleurs, je suis quand même très content que nous ayons réussi à faire sortir les 4 otages. Bien sûr. Et donc c'est au milieu de quelques succès et probablement aussi de quelques reculs qu'il faudra avancer avec nos amis africains. Et pensons à tous nos confrères qui sont en Syrie et qui sont aux mains de groupes... 3 encore dans le Sahel et 4 en Syrie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Restez avec nous. C'est le journal de Rachid Emma.